Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter. À titre personnel, à partir de mon compte, j'ai mouillé la chemise. Même dans les propos, j'ai été assez loin dans l'interpellation, ouais. Dans l'interpellation, je suis allée assez loin et je pense qu'on a surpris de ce point de vue-là. Bonjour à toutes et à tous. Salut Jean-Baptiste. Salut. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 2e saison d'Aparté. Si on vous retrouve si tard, c'est qu'on avait décidé de faire une trêve estivale et que l'été a duré plus longtemps que d'habitude. Donc désormais, c'est l'automne et nous revoilà. Dans Aparté, on va toujours vous parler d'innovation dans les médias, des transformations que connaît notre secteur et les conséquences qu'elles ont sur celles et ceux qui font l'information. Comme ces questions ne s'arrêtent jamais, bien au contraire, et que les initiatives se multiplient, que nous découvrons chaque jour de nouvelles personnes intéressantes, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, nous aussi. Désormais, vous retrouverez un épisode d'Aparté chaque semaine, chaque vendredi, chaque jeudi. Place maintenant à notre première invitée de cette 2e saison. Elle est à Clermont-Ferrand et à l'heure où nous enregistrons, elle s'apprête à recevoir Emmanuel Macron parce qu'elle a 100 ans cette année, enfin plutôt le média qu'elle dirige, à savoir le quotidien auvergnat La Montagne. Bonjour Sandrine Thomas. Bonjour, 100 ans et pas une ride, hein. Pas encore. Tu es rédactrice en chef de La Montagne et directrice des rédactions des titres du groupe Centre France. Alors certains de nos auditeurs vont peut-être se demander ce qu'un vieux titre de PQR, de presse quotidienne régionale, vient faire dans un podcast sur l'innovation éditoriale. Et si on souhaite te recevoir dans Aparté, c'est justement parce que La Montagne tente des choses et qu'elle a réussi cet été une opération remarquée. Suite à une forte mobilisation dans le journal, sur votre site et sur les réseaux sociaux, vous avez obligé le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, à répondre au ras-le-bol des usagers de la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Bonjour, Pascal Baratou, donc directeur au sein de la DSI d'un grand groupe américain de services RH. Je suis en télétravail dans notre belle région et j'ai le plaisir de prendre la ligne Clermont-Ferrand depuis Moulins plusieurs fois par mois. Je ne parle pas de la vétusté de certains wagons, avec des sièges qui s'allongent tout seuls ou tout simplement un Wi-Fi qui est intermittent, des toilettes qui ne fonctionnent pas, mais du plus important, la ponctualité, ce qui est primordial pour notre travail. Alors là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est un extrait des vidéos enregistrées par des internautes et usagers de la SNCF suite à l'appel que vous avez lancé à La Montagne pour raconter les déboires des usagers avec le Paris-Clermont, le train. Peux-tu nous dire, Sandrine, quel a été le déclic, vraiment le moment où en fait l'opération, tu l'as lancée, puisque c'est vraiment toi qui a été à l'origine de cette opération? Il y a eu plusieurs événements, notamment une première rencontre où je croise Guillaume Pépi à Montréal quand je couvre Movinone, le salon de la mobilité organisé par Michelin. Et sur place, Guillaume Pépi, quand je le croise, je lui ai dit, écoutez, Monsieur Pépi, il est important qu'on puisse trouver un moment tous les deux pour parler de la dégradation de la ligne Clermont-Paris. Et là, il me dit, écoutez, au retour dans 3 jours à Paris, appelez-moi. Je vous donne mon 06, mais là, il est habituellement pas de bon goût qu'un président d'une entreprise publique s'exprime quand il est à l'étranger. Donc je lui dis dont acte, on fait comme ça. Et quand je reviens à Paris et que je le ressollicite, il ne tient pas sa promesse. Et juste quelques semaines après, 15 jours ou 3 semaines, nous avons 2 trains entre Clermont et Paris qui mettent pour le premier 10 heures pour arriver après différentes pannes et un deuxième qui mettra 17 heures avec des usagers qui passeront une nuit entière dans un train et qui seront ensuite transportés et transférés dans un deuxième train qui lui-même tombera en panne. Et là, on décide en effet de monter au créneau et de dire stop, ça suffit. Du coup, ce qui est assez particulier, c'est de se faire le porte-parole sur Twitter des usagers. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ta tête, c'est déjà une stratégie ou c'est avant tout une première perche un peu forte qui est lancée en direction de la SNCF ?
Non, il n'y a pas du tout de stratégie. C'est qu'à ce moment-là, on voit depuis des années, parce que c'est un sujet récurrent, mais on voit quand même que la ligne et l'abandon de cette ligne par la SNCF est de plus en plus prégnant. Que là, il y a eu 2 avaries fortes, encore une fois, de 9h et de 17h, et qu'on sent là aussi, au niveau des usagers, que c'est la goutte d'eau de trop. Et là, on monte au créneau pour faire entendre la voix de ces usagers. Et on se dit que nous, médias, on a possibilité enfin de mettre le pied dans la porte, et ce d'autant que lors de la panne de 17h, quand on contacte la direction de la SNCF, ils nous répondent « circuler, il n'y a rien à voir ». Donc on a trouvé ça d'un absolu mépris, et là on a vraiment décidé de monter fortement au créneau pour faire entendre la voix des usagers, et on a estimé que c'était le rôle du média de proximité de le faire. Et justement, comment vous auriez fait, comment faire un journal en général dans cette situation ? Faire un journal. Qu'est-ce qui est nouveau, finalement, dans le fait de se dire on va prendre la parole en tant que un peu porte-parole. Là, très clairement, on a fait des grandes ouvertures de une choc. Quand je dis stop, ça suffit, c'est un titre qu'on a mis à la une. En fait, ensuite, on a fait des pages spéciales, des billets que j'ai signés, des invitations, relayées ensuite sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter, que nous avons, vous l'imaginez bien, poké au niveau de la SNCF et du staff de Guillaume Pépi, qui lui-même n'était pas sur les réseaux. Et au bout on a été constant, on a été tenace, on n'a rien lâché, et au bout de 15 jours, 3 semaines d'un rappel quotidien sur nos invitations qui ne recevaient pas de réponse, j'ai reçu un beau jour, dans l'après-midi, un appel du cabinet de Pépi, de Guillaume Pépi, nous invitant et nous disant écoutez, l'invitation d'une interview classique telle que vous l'aviez proposée à Monsieur Pépi à Montréal, il est d'accord pour la faire. Et à ce moment-là, puisque il y a toute une mobilisation, une communauté des usagers qui s'est créée autour de mon compte et autour de la montagne et de l'association Objectif Capital, là je réponds que l'interview qui avait été proposée à l'époque ne tient plus de cette manière-là, et que maintenant on souhaite que Guillaume Pépi monte dans un train avec nous, avec des usagers, et qui fasse face en effet aux questions et au ras-le-bol des usagers hors institutionnel, hors politique, et qui viennent se confronter à ceux qui utilisent de manière hebdomadaire cette ligne et qui sont confrontés aux différents problèmes. Est-ce que tu considères que c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire cette émission du média entre les usagers et une grande entreprise? C'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant? Parce que La Montagne, comme tous les autres titres, en tout cas quotidiens, a pu à des moments de son histoire déjà prendre parti ou faire des interpellations assez fortes. Quelle était la nouveauté cette fois-ci? Alors, concernant nous, c'était pas une première. Nous étions déjà fortement mobilisés. C'était en 2011. C'était toujours autour des transports, en l'occurrence, et dans l'Allier en Auvergne, concernant la route Centre-France-Europe-Atlantique, la RCEA, qui faisait partie à l'époque des 4 routes les plus meurtrières de France. On était à plus de 100 morts sur une année. Et là aussi, on avait su se mobiliser avec une édition spéciale que nous avions tirée à 20 000 exemplaires à l'époque. On avait adressé à l'Élysée, à Matignon, à tous les ministères, et on avait fait une opération coup de poing qui avait été largement relayée par les médias nationaux, et cette mobilisation avait justement permis de débloquer des crédits immédiatement de la part du ministère des Transports, et surtout de lancer la fameuse enquête publique pour trouver un opérateur privé et accélérer et réaliser la mise en 2x2 voies, et on y est, puisque les derniers tronçons à réaliser seront inaugurés en 2020. Mais là, ce qui a changé, c'est que du coup, il y a quand même eu peut-être plus de liens avec le public directement. Oui, alors complètement. Alors autant on avait été vraiment en première ligne en 2011, et on avait porté le projet, je vais pas dire seul, mais vraiment on en avait fait un fer de lance. Là, pour le coup, encore une fois, nous avons été le média, et c'est nous qui avons poussé la porte pour permettre la rencontre, encore une fois, entre les usagers et la direction de la SNCF. On a permis de créer le lien et de créer le rendez-vous, mais ensuite, nous, il était important que ce soit ensuite, c'est les usagers, et notamment les acteurs économiques qui utilisent de manière hebdomadaire cette ligne, qui en ont besoin pour la vie de leur entreprise et la vie économique des territoires. Et là, on leur a laissé, on a ouvert la porte, on leur a permis de rencontrer Pépi. Et comme tu le disais, il y a eu un gros engagement personnel de ta part
en tant que rédactrice en chef du journal. Est-ce que tu penses que cette incarnation de l'info, de la mobilisation par un journaliste ou par un rédacteur en chef est la clé de la réussite ? Je pense que de toute façon, que ce soit incarné et qu'une communauté en effet se mobilise, je pense qu'en effet, si on l'avait fait à partir du compte de la montagne, le résultat aurait pas été le même. Là, en l'occurrence, à titre personnel, à partir de mon compte, j'ai mouillé la chemise. Même dans les propos, j'ai été assez loin dans l'interpellation, ouais. Dans l'interpellation, je suis allée assez loin et je pense qu'on a surpris de ce point de vue-là. Est-ce que c'était vu comme risqué, du coup, peut-être, il y a une part de risque? Oui, alors après mesurer, puisqu'on a toujours fait ça dans le respect de chacun et en restant exclusivement sur les faits, même quand il y a eu des interpellations sur ma communauté de manière violente et parfois des dérapages à destination de la direction de la SNCF ou de la ministre des Transports ou des élus. Là, j'ai fait en sorte à chaque fois de prendre la peine de répondre, de remobiliser, de recentrer sur le sujet qui était encore une fois l'affaire de tous, c'est l'amélioration de la ligne. Après, là-dessus, j'ai fait en sorte et bien fait attention que tout le monde, il y a une mobilisation, mais que ça se fasse dans le respect et le rôle de chacun. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps à toi et à l'équipe ? Est-ce que vous avez mobilisé beaucoup de moyens pour ce qu'on peut presque appeler une opération, peut-être après coup ? Et du coup, est-ce que c'est, comme disent nos amis des startups, scalable ? Est-ce que c'est des opérations qu'on peut remettre en place facilement ? Alors j'allais dire, en place facilement, c'est pas l'objectif, parce qu'à un moment, si on doit se mobiliser fortement sur tout devient ordinaire. C'est qu'à un moment, il faut choisir ses combats et ses causes pour le territoire. Donc cette mobilisation, il faut le faire sur de réelles causes. Je pense que là, c'en était une. Pour répondre à votre première question, savoir si ça a pris du temps, oui, ça m'en a pris à titre personnel et ensuite au niveau des équipes, notamment au moment au niveau des trains, quand les deux trains de 9h et 17h, les équipes ont été évidemment mobilisées pour recueillir la parole, essayer de comprendre ce qui avait pu enclencher un tel dysfonctionnement dans les différentes étapes de la nuit. Ensuite, à titre personnel, au niveau de la communauté, c'est-à-dire qu'entre les billets, les prises de position, les invitations à destination de la SNCF comme du ministère des Transports, et via les réseaux sociaux et mon compte Twitter en particulier, ça a été une ténacité quotidienne pendant tout l'été, même depuis mon lieu de vacances où j'avais une communauté, en effet, je ne l'ai pas abandonnée pendant mes 3 semaines de congé. Où tu avais bien sûr été en train. Bien sûr, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais j'assume aussi, je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai même dit quand on a reçu Guillaume Pépi et Jean-Baptiste Djebari pour le face aux usagers. Moi, ça fait 3 ans que je ne prends plus cette ligne et je ne prends plus ce train parce qu'elle est trop aléatoire. Donc, je sais que ce n'est pas très tendance de le dire, et je prends aujourd'hui ma voiture quand je vais à Paris. C'est parti. Comment ça marche le journalisme? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne réponse. Il est 9h40 sur France Inter et c'est l'Instant M. Avec nous, Cyril Petit, qui vient nous voir de temps en temps, fin connaisseur de la presse quotidienne régionale. Cyril, on dit souvent que les médias ne parlent que des trains qui arrivent en retard. La Montagne, qui est le quotidien auvergnat, qui vend 150 000 exemplaires par jour, s'en est donné à cœur joie des trains. Des dizaines d'articles sur le sujet. Oui, Sonia, bonjour. Je vous cite un édito. Un train qui arrive à l'heure serait même presque accueilli comme une performance. Autre extrait, il y a belle lurette. Voilà, c'était le début de la chronique de Cyril Petit dans l'Instant M, l'émission sur les médias de France Inter. Donc on voit qu'effectivement cette grande histoire avec la SNCF, cette bataille, je ne sais pas comment il faut l'appeler, a été très très bien relayée. Elle a vraiment frappé, notamment dans le milieu journalistique. Et au-delà des retombées médiatiques, on a envie de comprendre un petit peu quelles ont été vraiment les retombées pour la montagne. Est-ce que Sandrine Thomas, est-ce qu'il y a eu un effet en termes d'abonnés, de nombre d'abonnés? Alors écoutez, on va être
très transparent de ce point de vue-là. Quand l'opération a commencé à se faire jour, avec la décision de Guillaume Pépi d'accepter notre invitation à venir à faire le trajet entre Paris et Clermont dans un train et de vivre les mêmes conditions que les usagers, s'est posé la question, comme sur toutes ces opérations, de savoir si on réalisait un cahier spécial, on l'ouvrait à la publicité, aux annonceurs, à des ventes en nombre dans le train, dans les gares. Au niveau éditorial, la réponse a été ferme sur le sujet, ça a été de dire non. On veut vraiment que ça reste une opération éditoriale. C'est-à-dire de pas regarder, quoi. C'était ça le... Pardon ? C'est-à-dire de pas regarder quel effet ça a. C'est ça le... Exactement. Là, c'était vraiment un engagement de notre part pour le territoire et pour les usagers. Alors après, en termes d'image de marque, oui, évidemment, on a été très abondamment relayé. On a eu beaucoup de messages de soutien à travers la communauté, à travers des mails, à travers un certain nombre d'appels de gens qui nous ont dit, merci, vous portez notre voix, autant individuellement en tant qu'usager, on a l'impression de parler dans le vide, et grâce à vous, vous êtes notre porte-voix et vous faites, on est fiers enfin d'être entendus par les instances de Paris. On est fiers que vous ayez, alors certains médias ont en effet utilisé le terme et le verbe convoquer Guillaume Pépi. Non, on l'a évidemment pas convoqué. Je pense qu'il aurait pas eu la même réaction. Il serait pas venu à la rencontre. Il a pris son temps en plus, clairement. Voilà, il a pris son temps. Alors, vous insistez beaucoup, si vous n'avez pas mesuré les retombées, de manière beaucoup plus générale, au sein du groupe Centre France, sur la notion justement d'engagement, que ce soit l'engagement d'une rédaction en faveur, là par exemple d'une cause, ou de l'engagement des lecteurs vis-à-vis du journal. Et vous avez mis en place un score d'engagement des articles qui vient compléter ou se substituer, je ne sais pas très bien, les données d'audience qui permettaient jusqu'à maintenant de mesurer le succès d'un article. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Nous, l'intérêt, il est très clair, c'est de permettre aux rédactions, on a un objectif, c'est de garantir aux rédactions un environnement de travail dans lequel c'est la qualité qui prime sur la quantité. Pour servir l'engagement, vous l'avez dit, non pas en simple chiffre d'usage, mais en qualité de la relation avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'on préfère faire moins, mais mieux. Au niveau il n'y a pas de web first par exemple, on entend beaucoup de web first dans les rédactions. Nous on travaille de manière affichée, engagée, avant tout pour le lecteur, et que parfois un article sera d'abord en ligne ou d'abord sur le papier, ou présent uniquement sur l'un ou sur l'autre. C'est un choix assumé de la rédaction. Selon ce qui lui semble le plus efficace. Exactement. Ce qui est le plus efficace et le plus utile pour notre lectorat. Et donc du coup le score d'engagement, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire que, si vous voulez, on a mis en place score d'engagement. On n'est pas sur un classement des articles réalisé par le nombre de clics. On préfère regarder en fonction d'une valeur brute, comme le nombre de visites ou de pages vues, mais surtout le temps passé sur l'article et le temps d'engagement du lecteur sur un contenu. Puisque vous savez que la moyenne d'un temps de lecture, il est très faible, en général moins de 2 secondes. Nous, on est vraiment sur des temps de lecture, où on essaie de voir les temps entre 10, 15, 30 secondes. Pour revenir sur la notion d'engagement, cette fois-ci de la part de la rédaction, donc tu nous as dit déjà qu'effectivement l'opération SNCF, c'était pas des sujets qu'on allait pouvoir faire tous les 2 jours, mais est-ce que c'est quand même des choses où de manière générale, vous allez un petit peu plus vous impliquer vis-à-vis du lectorat, et surtout comment est-ce que vous allez déterminer votre engagement ? Parce que sur la SNCF, c'est entre guillemets assez facile, parce qu'effectivement la situation s'était tellement détériorée qu'il n'y a pas débat d'une certaine manière, mais sur des débats de société qui peuvent beaucoup plus cliver votre lectorat ou les communautés qui intéressent la montagne, comment ça se passe ? Je sais pas moi, pour ou contre la chasse, pour ou contre les éoliennes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le journal va s'engager ? Bien sûr, alors là pour le coup on a, là vous citez le pour, le contre, on a créé en effet des formats papier, notamment en page information générale, mais aussi dans les locales sur ces sujets-là. On a aussi mis en place, vous l'avez dit, on a des opérations qui se voient un petit peu plus comme la SNCF ou la RCEA il y a quelques années, mais aussi en termes d'engagement sur les territoires, sur des sujets
de société et d'actualité. Nous avons également mis en place ce qu'on appelle les rendez-vous la montagne. C'est une équipe éditoriale qui se déplace dans les territoires avec les agences et les équipes de journalistes sur place pour débattre de sujets et trouver et co-construire des solutions avec nos lecteurs. On l'a fait notamment au printemps avec En Creuse sur les services publics et la France périphérique qui voit ses services publics disparaître les uns après les autres. On a également beaucoup parlé et mis en place ce type de rendez-vous sur quelle mobilité demain à Clermont-Ferrand. Et là aussi pour trouver des solutions autour de soirées animées en mode World Café. Et le dernier en date également, c'était à Vichy, où nous avons réfléchi avec des lecteurs et des acteurs du territoire sur la transition écologique et les gestes, les petits gestes du quotidien à pouvoir mettre en place pour que chacun prenne sa part dans la transition écologique. Ça marche vraiment, ces World Café, ces rencontres avec les lecteurs. Quel type de personnes vous attirez dans ces moments-là, dans ces rendez-vous ? Écoutez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que non seulement, évidemment, nous avons nos lecteurs traditionnels, mais pas que. On a beaucoup aussi de non-lecteurs. Alors là aussi, c'est intéressant dans la démarche parce que ce sont des gens qu'on ne touchait pas à travers le papier, le journal quand on présentait les opérations, mais via des réseaux sociaux. Des plus jeunes peut-être ou pas forcément ? Pas forcément, non, c'est pas une question d'âge ni de génération, c'est assez varié, mais de gens qui viennent sur nos contenus ou sur une thématique qui, encore une fois, la transition écologique ou les services publics, qui sont venus via ce qu'on nous avions pu poster en invitation sur ces rendez-vous-là à travers des contenus sur nos sites Facebook ou Twitter et qui nous ont rejoints et qui sont restés en contact avec nos équipes sur place, puisque une fois qu'on a fait ces rendez-vous, évidemment, c'est que derrière, on les suit des faits à travers différents sujets, différents focus, à travers le print, de la vidéo, des contenus et un suivi de sujets que nous déclinons à la suite de ce premier rendez-vous. Donc, on crée des micro-communautés sur les territoires autour de thématiques et qui sont animées ensuite localement par nos équipes. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et bienvenue dans ton corps. Aujourd'hui, on va vous parler du sujet qui a suscité beaucoup de réactions sur notre site et sur les réseaux sociaux. Lundi 9 septembre, une semaine après la rentrée scolaire, 2 écoliers de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier n'ont pas pu manger à la cantine aux côtés de leurs camarades. La raison, les parents n'avaient pas payé la dite cantine. Alors là, on a entendu le début d'une rubrique vidéo justement que vous faites depuis déjà quelques temps à La Montagne, c'est-à-dire 2 journalistes qui évoquent les sujets qui ont buzzé ou les sujets qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et mettent en valeur les commentaires des internautes. Il y a eu ça comme justement format un petit peu nouveau, il me semble, pour entretenir un lien direct avec les lecteurs et mettre en valeur la communauté. Vous avez récemment, un des titres du groupe a récemment annoncé la mise en place d'un médiateur avec des sujets du médiateur réguliers. Et puis, tu as récemment aussi annoncé une cellule investigation. Alors, est-ce que toutes ces nouveautés en sont vraiment, en fait ? Moi, c'est la question que je me pose parce que médiateur, cellule d'investigation, on pourrait se dire aussi, ça devrait être l'objectif initial de la presse. Oui, mais je crois que nous avons pris conscience en 2016 avec Sozik Bouju, aujourd'hui directrice générale déléguée, et Paul-Alexis Bernard, au moment de la transformation des rédactions, nous avons écrit une feuille de route éditoriale et pour ce faire, nous avons organisé des tables rondes avec des lecteurs, des non-lecteurs, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et on s'est rendu compte, on en avait évidemment le retour, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un fossé, une distance qui s'était créée entre les médias et même de proximité de presse quotidienne régionale et leurs lecteurs, et que là il y avait nécessité de descendre un petit peu du piédestal sur lequel les médias se situaient pour retrouver du lien, retrouver de l'échange et être davantage utile à nos lecteurs.
C'est également partie aussi de la transformation et de l'évolution de la consommation de l'information par les lecteurs. Il faut dire qu'il y a encore quelques années, c'est pas si vieux que ça, où nous étions, nous médias, les seuls détenteurs de l'information, les sachants entre guillemets, et que avec les smartphones, avec les nouvelles technologies, chacun peut être. On voit bien que maintenant on a des communautés à l'échelle mondiale, avec beaucoup de manipulation de l'information, des fausses nouvelles, et que là on avait un rôle nouveau à jouer, de recréer du lien, d'être en co-construction de l'information, et on a décidé en 2016, fort de ces échanges avec notre lectorat sur nos territoires, d'évoluer avec eux et de s'adapter à ce qu'ils attendaient de nous, et avec le constat que leurs attentes avaient énormément évolué et changé. Merci beaucoup Sandrine Thomas, merci de nous avoir consacré tout ce temps précieux en plein anniversaire des 100 ans de la montagne, et merci à vous toutes et à tous pour votre écoute. On espère que ce premier épisode de la saison 2 vous donnera envie d'écouter les suivants. Nous, en tout cas, on est impatients. À très bientôt. À bientôt. Merci Sandrine. Merci à vous. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.